organisé par le programme Construction du futur, soutenu par Digital Wallonia, où nous allons aborder la question de la digitalisation et surtout de la gestion des données au niveau des entités publiques et notamment via l'outil du jumeau numérique. Alors, pour que cette session se déroule bien, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros et caméras. Sachez que cette session est enregistrée pour pouvoir être diffusée plus largement et que les supports aussi de présentation vous seront envoyés après la session. Donc, si vous avez des questions pendant ce webinaire, je vous invite à les écrire dans le chat et on a prévu un petit temps de questions-réponses en fin de session. Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Pauline Bruges. Je travaille pour le cluster Cap Construction, qui est le cluster wallon de la construction durable. Et on regroupe à l'initiative de 4 fédérations métiers, des promoteurs immobiliers, des gestionnaires de bâtiments publics et privés sous l'égide de l'UPSI, des entreprises de construction et installateurs HVAC sous l'égide de Nbuild, des fabricants de matériaux sous l'égide de BMP PMC et des concepteurs, architectes et bureaux d'études sous l'égide de l'Union wallonne des architectes. Et l'objectif de notre organisation, c'est de favoriser des discussions en intermétier, de favoriser de la collaboration également et forcément de susciter des opportunités de projet et donc de soutenir le secteur de la construction du point de vue économique, notamment en région wallonne. Et donc, Cap Construction est partenaire du programme Construction du futur, qui est un programme soutenu par la région wallonne et Digital Wallonia. Et donc, pour vous donner quelques informations sur l'objectif de ce programme et la mission que nous en avons, c'est vraiment l'idée que le secteur de la construction en Wallonie est un pilier finalement de l'économie qui rassemble des milliers d'entreprises, des donneurs d'ordre publics, privés, qui offrent évidemment des emplois qui sont non délocalisables et offrent une variété de métiers et des métiers cruciaux, puisqu'on parle de nos routes, de nos tunnels, de nos ponts, de nos logements, de nos usines, de nos bureaux et évidemment la gestion de toutes ces infrastructures. Et donc aujourd'hui, c'est un secteur qui se trouve à un carrefour stratégique face à des défis assez pressants. Il y a évidemment la pression de la concurrence face à laquelle les entreprises se doivent d'innover. Il y a l'augmentation des coûts, le gros défi de la transition énergétique. Il y a évidemment la nécessité d'améliorer l'efficacité des processus pour répondre à tous ces défis. Et donc, même si on note que l'innovation progresse, elle reste quand même souvent assez fragmentée. On observe des initiatives isolées qui dépendent des moyens de chaque acteur. Et donc, la motivation derrière Construction du futur, c'était de permettre à tous ces acteurs de saisir pleinement les opportunités de la transformation digitale. Il nous paraissait donc essentiel de construire en fait un écosystème intégré où chaque acteur, depuis le donneur d'ordre jusqu'au producteur de matériaux, l'installateur HVAC, mais aussi les concepteurs, les constructeurs, les gestionnaires de bâtiments d'infrastructures, puisse trouver sa place dans cet écosystème et puisse bénéficier des avancées technologiques qui répondent aux besoins de son métier propre. Et donc, c'est pour répondre à ces besoins-là que le programme Construction du futur a été lancé dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia, avec le soutien des autorités publiques. Et il est complémentaire à un projet européen EDIH Connect, qui est soutenu de la même manière et qui recouvre une dimension évidemment européenne permettant des accords à l'international, du réseautage de plus grande ampleur, etc. Donc ces deux programmes complémentaires sont conçus pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque acteur, que vous soyez aujourd'hui au webinaire représentant d'une petite PME, d'une entité publique, d'une grande entreprise du secteur. Les programmes offrent des services qui sont personnalisables et qui visent à accompagner chaque acteur de la chaîne de valeur, quels que soient ses moyens, pour prendre le virage digital. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on offre un accompagnement personnalisé d'entreprise, qu'il soit bureau d'architecte, entrepreneur de construction. On permet également de valoriser vos bonnes pratiques. Donc, si vous avez des bonnes pratiques à mettre en avant, nous sommes là pour le faire. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un
un petit mail et on peut prendre un petit rendez-vous pour que vous nous expliquiez ce que vous faites déjà, ce que vous appliquez déjà. On organise des événements pour s'inspirer et échanger. Et l'un de ces événements était le colloque du 31 janvier auquel vous avez peut-être participé, où l'objectif était de travailler, de réfléchir à la valorisation des données, à la transition numérique au service des projets publics. Et donc, on a organisé ce colloque sur les façons d'exploiter le potentiel des données et des outils numériques en présentant des exemples concrets, des cas pratiques inspirants, des solutions innovantes pour booster l'efficacité et l'impact des projets. Et donc, au-delà des exposés, on a aussi organisé des ateliers qui ont permis de faire émerger des besoins sur lesquels les partenaires du programme travaillent actuellement, à synthétiser, à identifier les actions possibles. Et donc, dans ce cadre, on a développé un nouveau service qui serait l'organisation d'une journée ou d'une demi-journée basée sur la gestion et l'optimisation des données de projets de construction bâtiments ou infrastructures à destination spécifiquement des entités publiques. On s'est rendu compte lors du colloque qu'il serait intéressant de viser les besoins spécifiques d'un service public, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on propose, c'est de nous contacter pour organiser une première session voilà, d'échange de diagnostic finalement pour identifier vos besoins, vos attentes et d'essayer de mettre en place, de mettre sur pied un programme personnalisé sous forme d'une masterclass ou d'atelier interactif, de discuter de comment au niveau du service pouvoir sensibiliser aux concepts clés de ce qu'est la gestion de données, leur mutualisation, les enjeux associés et d'échanger sur des sujets précis, éventuellement avec des experts que nous pourrions inviter etc. Et puis d'aller un pas plus loin si possible en identifiant les premières étapes à mettre en place pour améliorer la gestion et le partage des données au sein de l'organisation. Donc ça, c'est une des possibilités qui vous est également offerte à travers ce programme. Et donc enfin, avant de donner la parole à Rémi, je vous invite à partager vos priorités pour la construction et en répondant à ce petit questionnaire qui ne prend que quelques minutes, vous recevrez des recommandations personnalisées et des outils adaptés pour gagner en efficacité. Donc voilà, nous vous repartagerons le lien vers ce questionnaire en même temps que les supports de présentation et le lien vers l'enregistrement de cette session. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole donc à notre orateur du jour, Rémi Montorio, qui est chef d'équipe expertise BIM à la métropole européenne de Lille et que nous remercions chaleureusement de sa présence aujourd'hui. Je vais donc stopper mon partage et lui permettre de partager sa présentation à ma place. Rémi. Merci Pauline et bonjour à tous. Donc bienvenue à cette session et du coup je vous propose d'aborder ce sujet finalement du BIM adossé aux infrastructures de transport, notamment la thématique du jumeau-numérique des territoires et finalement voilà, l'angle que je vous propose et la façon dont je vous propose d'aborder le sujet aujourd'hui, c'est finalement de voir comment en 7 ans on a pu mettre en place finalement ces éléments de stratégie, ces briques finalement d'utilisation de la data au service des projets et des installations d'infrastructures au sein de la métropole européenne de Lille. Juste pour bien reposer le contexte, hein, la métropole européenne de Lille, c'est un regroupement de 95 communes, donc au nord de la France, qui compte un territoire d'environ 900 km² et on est à peu près à 4000 km d'infrastructures routières. Voilà, pour vous donner un peu des grands chiffres et positionner un peu le sujet pour également 1,2 million d'habitants. Déjà, en préambule, avant d'aller dans le détail des actions qu'on a pu mener et d'où on est arrivé aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que dès le début, au niveau de la stratégie qu'on a pu définir, que j'ai pu piloter et mettre en place au cours de ces dernières années, on voit que là, on a abordé le sujet notamment du BIM et du numérique
sous une stratégie vraiment data. Donc là-dessus, vous trouverez beaucoup de documentation sur comment aborder ces éléments-là, mais ce qu'on voit, c'est que c'est à la fois une démarche orientée sur les outils, mais c'est aussi une démarche organisationnelle, c'est des problématiques aussi sur la fiabilisation de la donnée, sur l'accompagnement et sur l'appropriation finalement de cette démarche par l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très global, complet et impactant finalement pour l'organisation, d'où le portage qui doit être important sur ces thématiques. Alors, pour aller un peu dans le concret, et je vous propose de vraiment ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de la présentation, et on y répondra après à la fin de ma présentation. Alors, pour regarder un peu dans le rétroviseur finalement de ce qui a été fait depuis 2018, voilà, moi je suis arrivé au sein de la MEL en 2018, on a pu constituer une feuille de route qui a amené, on va dire, au développement d'une démarche, développement finalement d'une stratégie complète, le montage notamment d'une école du BIM aussi en interne à la métropole européenne pour former les agents et mettre en œuvre finalement cette démarche. Donc, on est allé assez vite aussi chercher des premiers retours d'expérience opérationnels sur projet pour finalement montrer la capacité à faire évoluer les métiers, montrer la capacité à acculturer sur les problématiques de data au sein des différentes directions, et ensuite déployer finalement projet par projet des démarches autour du BIM, qui était, on va dire, en 2019-2020, vraiment l'élément clé pour avancer, c'est sur la digitalisation de la construction. Donc un des projets, on va dire, voilà, qui montre bien ce qu'on a pu faire, notamment au début sur ces problématiques. On a un projet de boulevard de 2 km à Tourcoing, dans le nord de la métropole, où assez logiquement, on est allé mettre en place des processus BIM, mettre en place des conventions, des notes de cadrage qui définissaient le process pour aller chercher finalement des maquettes métier par métier, conception des plateformes, conception paysagère, eau, réseau de chaleur, réseau électrique, pour visualiser finalement ces éléments, pour pouvoir les coordonner et s'assurer finalement de la qualité globale du projet. Donc là, c'était vraiment, on va dire, des premières étapes de cette mise en œuvre du BIM avec une vision finalement relativement géométrique de l'utilisation de ces outils pour proposer des éléments de coordination, des éléments de revue de projet, voilà, les fameux clashs, identifier finalement des problématiques, typiquement en bas des réseaux qui passent dans une fosse d'arbres et avancer sur ces thématiques. Donc on était vraiment sur une approche très géométrique. Beaucoup plus récemment, c'est un projet qui est d'ailleurs encore en cours et coordonné par notre équipe. On a une autre opération, là plutôt à l'échelle d'un quartier, donc, le quartier lié à une politique de la ville, qui est le quartier Faubourg d'Arras et Jean-Baptiste Clément à Lille, avec en fait un projet mixte qui compte à la fois une partie voirie, mais également une partie habitat avec l'évolution finalement du parc social qui est situé sur le site et plusieurs maîtrises d'ouvrage, une maîtrise d'ouvrage MEL, une maîtrise d'ouvrage Lille, ville de Lille plutôt, et des parties prenantes comme les bailleurs sociaux. Donc, il y avait un vrai enjeu de coordination, il y a toujours un vrai enjeu de coordination sur ce site, et la volonté du coup pour la MEL d'utiliser cette démarche BIM pour mieux échanger, mieux collaborer autour d'un site, mieux partager la donnée à la fois dans une logique de vision de synthèse en termes d'objectifs, mais surtout pour aller produire des éléments d'aide à la décision qui soient visuels ou chiffrés pour répondre aux enjeux locaux. J'en parlerai juste après. Donc on a mis en place, on va dire, une démarche qu'on pourrait qualifier de City Information Modeling, de CIM, où la MEL finalement assure cette coordination entre les différents acteurs, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage présentes sur le site.
Concrètement, ça se présente comment? Ça se présente déjà par tout un travail de numérisation du site. Donc, typiquement avec des approches de type nuage de points, de type modélisation de l'existant en BIM, avec la production de plusieurs maquettes IFC du site, et déjà un premier niveau d'information qui est partagé avec les différents acteurs qui interviennent sur le site. Et ensuite, c'est tout un travail finalement de charte, de closier et de coordination, on va dire, des parties prenantes pour aller, on va dire, collecter les différentes maquettes, les différentes contributions pour les co-visualiser, pour les agréger au sein d'une plateforme. Donc là, sur cette opération-là, on utilise une plateforme qui s'appelle Dalux pour voilà, coordonner tous ces éléments. Au-delà donc de cet aspect très géométrique, je vais essayer d'expliquer ce slide un tout petit peu barbare. C'est une opération, on a aussi cherché à aller plus loin au niveau des données et de leur exploitation sur cette démarche, on va dire, à l'échelle d'un quartier, pour répondre notamment sur la ville de Lille. Il y a un document cadre qui s'appelle le Pacte Lille bas carbone, qui fournit un certain nombre de prescriptions sur comment on doit développer des projets d'aménagement, des projets d'espace public, donc avec des indicateurs sur le nombre d'arbres, sur l'imperméabilisation des sols, des enjeux sur le stationnement et la mobilité. Donc voilà, on n'a pas forcément travaillé sur tous les indicateurs, mais on a sélectionné un certain nombre. Là, je vous en ai présenté 4. Et l'idée, c'est que pour faire des calculs, finalement, et mettre en place une méthodologie un peu plus automatisée, on a cherché et on a indiqué aux différents partenaires et prestataires des contraintes, finalement, pour renseigner l'information, par exemple des surfaces imperméabilisées. Pour que ces informations-là soient renseignées, donc elles étaient renseignées dans la maquette de l'existant, renseignées dans les maquettes des projets, et ensuite qu'on puisse suivre au fur et à mesure des évolutions du projet les indicateurs. Donc là, vous avez un peu le résultat sur l'analyse qui avait pu être fait lors de l'avant-projet, donc avec une évolution en termes d'arbres, de surface imperméabilisée, de nombre de stationnements et d'espaces dédiés au mode doux. Voilà, donc ça c'est une première analyse qu'on a pu mettre en place et aujourd'hui qu'on cherche à systématiser, notamment dans l'optique du grand projet actuel du mandat de la métropole, qui est le projet Extramobile, qui est le développement de 4 nouvelles lignes de transport, donc 2 projets tramway, 2 bus à haut niveau de service, avec 75 km de lignes avec une utilisation, on va dire, complète de la donnée, avec un cheminement qui part de la donnée cartographique, qui inclut également les données de conception de DAO, CAO fournies par les maîtrises d'œuvre, et qui va jusqu'à des modélisations BIM sur certains secteurs. L'enjeu étant déjà d'avoir une vision partagée, riche de la connaissance du territoire. Donc, il mêle toutes ces sources de données, donc avec un SIG projet, donc dans lesquels l'AML met à disposition toutes ces données entrantes, que ce soit relevé géotechnique, sondage, topographie, des éléments finalement de relevé aérien, de relevé de type Street View et nuage de points, des maquettes également d'éléments existants, typiquement les stations de métro qui sont dans le spectre du projet, pour aller ensuite finalement recueillir aussi les données des maîtrises d'œuvre qui rejoindront finalement ce référentiel projet. Pour ce faire, il y a toute une démarche et tout un processus qui a été mis en place, à la fois sur la façon de recueillir et de codifier, on va dire, la donnée. Voilà, comment chaque élément de maquette ou chaque élément de cadre doit être structuré pour être traité
est intégré au calcul d'indicateurs. Donc, on a des indicateurs sur les surfaces végétalisées, sur le type de couche de surface en termes d'infrastructure, des objectifs en termes d'économie circulaire avec des taux de réemploi, etc. Donc, tous ces éléments-là sont intégrés, sont demandés en termes de données. Donc, soit dans les maquettes BIM, soit dans les éléments CAD qui sont fournis pour aller enrichir des traitements qui ont ensuite vocation à rejoindre la base SIG, des tableaux de bord d'une certaine manière, de chaque ligne et du programme dans son entièreté. Donc pour ce faire, on a mis en place toute une architecture de briques outils et à terme, ces briques ont vocation à alimenter le système d'exploitation de la direction des transports avec des éléments de production venant de la MEL, des éléments de production venant de l'exploitant et finalement une panoplie de plateformes qui doivent dialoguer entre elles pour gérer ces bases de données. Donc on a à la fois une base de données documentaire, une base de données plutôt de maintenance et d'exploitation et des environnements également collaboratifs BIM qui ont vocation à permettre de servir de portail, on va dire, d'entrée vers les différentes sources d'informations qui alimentent ces systèmes. Donc ça, c'est vraiment le travail de définition, de cadrage qui a pu être fait au cours des années, sachant qu'on identifie encore de nombreux leviers importants à développer, à consolider pour les années à venir, que ce soit sur le BIM et en lien aussi avec ce que je voulais vous présenter sur le jumeau numérique. Le premier point étant voilà, bien ancrer finalement les stratégies de direction dans le temps. On voit que c'est ce qui fait qu'on arrive à avancer avec certains services plus que d'autres. C'est le portage finalement par les directions, la capacité à embarquer les équipes. Le deuxième point, c'est vraiment le partage de données et la capacité de collaboration. Toutes les briques finalement de plateformes, de GED, etc. sont vraiment importantes pour assurer le bon fonctionnement de ces démarches, la bonne partage d'informations finalement entre les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, typiquement, on travaille sur le déploiement de la solution GED Mezzoteam au sein de la MEL qui nous permet d'avancer sur cette partie collaboration. Et enfin, la partie aide à la décision avec ce que j'ai pu vous présenter finalement sur des parties projets, mais l'enjeu d'élargir finalement le focus pour prendre en compte et répondre plutôt à des grands projets du mandat, enjeux typiquement de mobilité, enjeux sur le climat, l'air et l'énergie à l'échelle du territoire et avoir finalement une capacité de pilotage beaucoup plus globale de nos politiques. Et c'est en ça, du coup, que l'avenir nous réserve encore de beaux sujets et sur lesquels on va adresser finalement ces questions de jumeaux numériques voilà, sur lesquels on travaille depuis environ 2-3 ans aujourd'hui et sur lesquels on avance assez vite sur différents cas d'usage que je vais vous présenter. Avant d'aller dans les cas d'usage et les éléments plus d'architecture technique, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie du mot numérique, elle répond à une demande politique qui était exprimée comme affichée à l'écran, le souhait de doter la MEL d'une maquette numérique intelligente du territoire pour optimiser le pilotage de son aménagement. Donc c'est vraiment le souhait de nos élus, de nos dirigeants, d'avancer sur les capacités d'aide à la décision, de nourrir finalement les stratégies territoriales par de la donnée, par des indicateurs euh, en encourageant notamment la transversalité, que ce soit au niveau des projets ou de la data, pour identifier finalement des leviers d'action pour réorienter éventuellement des stratégies, les accélérer, les optimiser, suivant les cas de figure qu'on va adresser. Pour ça, clairement, voilà, je
pour faire le lien avec la première partie, l'enjeu principal, que ce soit vis-à-vis du BIM, mais c'est la même chose sur les autres sources de données. L'enjeu, ça va être de mobiliser la donnée, de la standardiser, de la rendre disponible finalement par les différents acteurs pour rendre possible finalement des visions par indicateur, des méthodes de calcul finalement qui vont nourrir les différentes stratégies. L'idée étant, pour finalement expliquer un peu comment on est passé du BIM au jumeau numérique. Pour nous, la démarche BIM était très orientée quand même sur la partie projet, un peu sur l'exploitation, mais c'était pas forcément, on va dire, notre clé d'entrée principale au départ. L'idée, c'est que le jumeau et notre démarche jumeau numérique nous permettent à la fois d'aller traiter, on va dire, l'amont de ces projets, de ce qu'on peut faire à l'échelle d'un quartier, comme je vous l'ai montré avant, sur les parties planification, stratégie globale, mais aussi l'aval avec ces enjeux d'exploitation, comme je vous l'ai expliqué, par exemple, avec la direction des transports, avec ces sources de données mutualisées, tout en adressant finalement des problématiques de tableau de bord, d'interface plus ergonomique, peut-être pour la prise de décision amont, et d'autres sources de données qui peuvent être cartographiques, qui peuvent être photographiques avec des traitements par IA, par exemple, qu'on a pu tester, notamment à l'échelle du territoire. Pour faire le parallèle, et bon, je ne veux pas forcément m'attarder sur ce slide, mais pour bien avoir en tête la vision jumeau numérique et la définition qu'il peut y avoir derrière, j'aime plutôt bien la définition qu'a pu poser en France la Banque des Territoires en 2021. L'idée finalement du jumeau et de ce qu'on entend derrière, c'est vraiment d'avoir c'est-à-dire une base de données vivante telle que le territoire fonctionne ou tel qu'il est à un instant T. Donc à la fois avec des données de référentiel, mais aussi avec des données chaudes, issues de capteurs, issues de données finalement vivantes, pour amener finalement une capacité d'aide à la décision. Ce qu'il faut voir, et c'était indiqué dès ce rapport finalement qui commence un tout petit peu à dater, de 4 ans, mais c'est que c'est vraiment une démarche, c'est surtout une démarche assez englobante et vraiment une évolution dans la manière de partager les données entre services, pour avoir la capacité finalement à mobiliser les données entre les différentes thématiques qui peuvent constituer un jumeau. On va passer aux exemples tout à l'heure, ça sera plus clair. D'un point de vue infrastructure et peut-être d'un point de vue un peu plus technique, l'enjeu principal, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'avoir finalement un jumeau qui serait un peu la partie violette de ce schéma, qui soit alimenté à la fois de données finalement du terrain avec ses capacités de capteurs, de monitoring finalement du territoire, qui s'alimente aussi des modélisations des différents concepteurs, des différentes propositions finalement de scénarios qu'on veut tester à travers le jumeau, pour ensuite finalement aller vers l'utilisateur qui va vouloir prédire, simuler, anticiper finalement ou comprendre le territoire qu'il pilote ou qui gère suivant les différents éléments de stratégie sur lesquels il est impliqué. Au sein de la MEL, ce qu'on a posé depuis le départ sur cet aspect jumeau numérique, c'est 4 cibles principales en termes d'usage. C'est la connaissance dynamique du territoire, voilà, avoir, comme je vous l'ai dit, la capacité de connaître finalement l'état du territoire, l'avancée sur certaines thématiques. 2, de faciliter la programmation et les études projet. Quel impact va avoir mon projet d'aménagement sur le territoire en termes de mobilité, en termes d'îlot de chaleur, en termes d'accessibilité, etc. Donc pas être sur des prismes trop fermés finalement d'analyse au niveau de ces projets. Des enjeux d'échange avec les usagers et enfin la capacité de développer de nouveaux services une fois que ces données, peut-être certains moteurs de calcul sont partagés via le jumeau.
L'architecture est simplifiée, encore une fois, qui est constituée aujourd'hui. On s'appuie beaucoup. La volonté, c'est vraiment de partir de la donnée pour aller vers l'utilisateur. Donc avec une première brique fondamentale qui est pilotée par la direction du numérique chez nous sur la plateforme métropolitaine de données. Donc c'est vraiment l'élément clé, on va dire, qui est fondamental avant de s'attaquer, j'ai envie de dire, à une démarche de jumeau numérique, c'est d'avoir les capacités finalement de rassembler les données, de les cataloguer et de mettre en place une véritable gouvernance de la donnée. C'est ce qui va nous et finalement, c'est un peu la poursuite des stratégies open data, comment je mets à disposition, comment je crée finalement un portail de partage de la donnée, avec éventuellement des premières capacités d'analyse, combien j'ai de points d'arrêt de bus, voilà, plutôt un dénombrement d'éléments. Et enfin, la façon dont nous, on imagine ce jumeau, c'est que le jumeau vient se nourrir finalement de ses capacités de partage et de gouvernance pour fournir des capacités d'analyse, des interfaces et enfin des services aux utilisateurs. Donc l'enjeu est vraiment de passer d'une vision très donnée qui était un peu ce qui précédait, on va dire, ces stratégies jumeaux avec les portails open data, etc., pour aller plus vers des logiques d'indicateurs, donc de données finalement raffinées, traitées, analysées, et dans l'idéal, des approches usagers, finalement, pour avoir un service rendu, in fine, qui est traité pour l'utilisateur et qui ne voit pas forcément, on va dire, toutes les sous-couches que je vous présente dans cette schéma simplifié d'architecture. Ouais, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, je vois là que l'heure tourne, mais l'idée, c'est vraiment que la partie jumeau, du coup, se nourrisse de moteurs de simulation, d'algorithmes ou d'éléments d'intelligence artificielle pour enrichir ou traiter cette donnée, et enfin, d'avoir des portails et des éléments qui vont compléter finalement ce qui peut exister sur des aspects cartographiques pour avoir cette notion un peu d'hypervision, qui est un terme qui revient assez souvent quand on parle de jumeaux numériques au niveau du territoire. Les premiers travaux qu'on a pu mener sur le sujet ont été menés en 2022 et 2023 avec le CSTB notamment. On a pu travailler donc sur différentes thématiques, sur des problématiques d'exploitation de patrimoine, d'aide à la décision urbaine et d'analyse du patrimoine qui nous ont vraiment servi de base pour aller mettre en place des démonstrateurs déjà sur cette partie jumeaux numérique. Donc l'idée du jumeau, c'est des interfaces, je vais vous montrer quelques illustrations de l'interface, c'est qu'elle puisse finalement s'appuyer sur des moteurs d'analyse, des moteurs de calcul d'indicateurs métiers, et que finalement, ce que vous voyez, c'est juste un mode de restitution de cette donnée qui peut être 2D ou 3D. On a d'autres travaux également qui ont été menés par la MEL en partenariat avec l'ADULM, notre agence d'urbanisme, sur d'autres indicateurs, hein, ces indicateurs à terme pouvant venir autoriser d'une certaine manière ce jumeau numérique. Donc, comment ça se présente? Voilà, de manière assez simplifiée. Je ne vais pas forcément avoir le temps de vous présenter en détail cet élément, mais l'idée, c'est on a nos données finalement de socles qui sont disponibles. Là, en l'occurrence, on a traité des sujets de mobilité, de transport. Ces jeux de données sont consommés via un serveur de traitement là, qui a été mis en place par le CSTB pour calculer des indicateurs, donc nombre de lignes, nombre d'arrêts, capacité des infrastructures de transport. Et ces éléments-là, on va les confronter à des éléments typiquement de population et de demande en termes de transport, qui est l'analyse qui est développée ici. Sachant que la particularité, ce qu'on souhaite faire avec le jumeau, c'est que déjà cette analyse, elle puisse être rejouée finalement un peu à la demande. Et vous voyez une petite frise temporelle en bas à gauche. L'idée, c'est qu'on puisse aussi interroger les états à venir, donc en fonction des projets, de l'évolution du réseau de transport, en fonction des différentes constructions et projets finalement immobiliers sur le territoire, bah, d'analyser en quoi cette offre de transport finalement répond aux besoins
besoins du territoire. Au-delà, pour reprendre et rester sur cette thématique de mobilité, on travaille aujourd'hui avec EGIS et l'École spéciale des travaux publics dans le cadre d'une chaire de recherche sur ces problématiques de mobilité en lien avec les infrastructures, donc avec d'autres cas d'usage. Donc là, par exemple, le cas d'usage qu'on traite en ce moment, c'est comment finalement prendre en compte l'impact d'événements planifiés. Donc typiquement, on organise une braderie, une course, un semi-marathon, où on accueille le Tour de France, où on organise tout simplement de grands travaux. Comment ces travaux vont impacter finalement la circulation de manière locale? Comment choisir et analyser alors, entre deux scénarios de mobilité à l'échelle locale, sachant que l'enjeu technique derrière, c'est de rendre disponibles des moteurs de simulation euh, qu'on puisse enrichir finalement à l'échelle d'un chargé de projet, typiquement à la direction de la voirie. Chez nous, bah, un modèle, je lui rajoute des informations sur des comptages, des capteurs qui ont pu être faits à l'échelle locale. L'idée étant de nourrir une aide à les décisions locales basée sur un modèle qui soit beaucoup plus global. Voilà, donc l'enjeu hein, à travers le jumeau numérique, c'est d'aller chercher ces données finalement de référentiel, d'avoir la capacité de se nourrir d'autres données venant de données qui ne sont pas forcément dans le référentiel et dans le moteur de calcul initial, de rentrer également des paramètres utilisateurs à travers une interface pour rendre un service. Donc là, c'est plutôt un usage interne, mais on peut très bien imaginer qu'une fois ces analyses développées, le résultat puisse être partagé typiquement à travers des applicatifs grand public de type Waze. On a actuellement une convention avec eux. C'est des modes de fonctionnement qui peuvent se mettre en place autour de ces analyses de type jumeaux numériques. Voilà un peu un premier aperçu, hein, pour aller dans le détail, il faudrait beaucoup plus de temps, mais j'espère que ça vous montre un peu le potentiel de ces démarches. Nous, ce qu'on voit au sein de la MEL, c'est qu'en tout cas, cette démarche de jumeaux numériques, elle s'appuie fortement sur ce qui pouvait préexister au niveau du SIG. Elle se nourrit également des démarches et des données qui peuvent émerger à travers des démarches BIM avec un vrai enjeu de définition de besoins, de mise en place d'un socle de données et de méthodes de partage qui soient solides, avec ensuite l'enjeu finalement d'enrichir, de distiller ces données pour les rendre finalement intelligibles, exploitables pour les utilisateurs cibles. Donc c'est pas le jumeau n'a pas forcément vocation à adresser que des démarches expertes, ça peut être aussi des démarches grand public et du coup la prise en compte de cet utilisateur final est vraiment un enjeu fort. Dans les enjeux perçus, il y a également les enjeux de gouvernance, de sécurité, hein, comme je le disais, typiquement sur la mobilité, il peut y avoir aussi des thématiques de sécurité civile finalement. Il y a des problématiques d'algorithmes et de montage d'indicateurs où là, c'est pertinent aussi de travailler à l'échelle régionale, voire nationale, avec les autres acteurs du territoire, parce qu'on voit bien qu'un calcul, par exemple, de mobilité, il y a forte chance que ça rejoigne des problématiques d'autres territoires. Et enfin, dernier élément, les enjeux d'interopérabilité, parce que on voit bien que sur ces jumeaux, il y a aussi des enjeux d'échelle, de zoom, de dézoom, et il faut avoir la capacité finalement, potentiellement, à dialoguer avec d'autres jumeaux numériques, qui soient régionaux, nationaux ou au contraire communaux à terme. Dans cette démarche de généralisation, et j'arrive à la fin de ma présentation et je
répondre vos questions. Je me permets juste d'introduire un groupe de travail qui existe à l'échelle nationale en France, qui est issu d'un partenariat entre Mind 2050, qui est une association qui travaille sur ces thématiques du BIM et du jumeau numérique appliqué aux infrastructures de transport, et le CNIGE, qui est le Conseil national de l'information géolocalisée. Donc aujourd'hui, il y a un groupe de travail et même plusieurs sous-groupes de travail qui travaillent sur cette thématique du jumeau numérique territoriaux et sur les différents usages qu'il peut adresser, hein, que ce soit en planification urbaine, mobilité, transition énergétique, gestion de crise et exploitation. Et enfin, à titre d'information pour les Français ou nos voisins belges qui souhaiteraient assister à ce congrès, il y a un congrès qui se tiendra à Caen le 26, 27 et 28 mai, dédié justement à ces questions de jumeaux numériques territoriaux et données associées. Nous espérons vous y voir nombreux. Et enfin, en conclusion du coup de toute cette présentation, et voilà, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, je pense qu'il faut garder en tête que donc, le BIM et finalement le jumeau et toutes ces thématiques numériques appliquées sont des transformations finalement assez importantes, hein, au sein de nos organisations, de la manière d'aborder les projets, de partager la donnée. Que c'est quelque chose d'assez profond et sur lequel il faut bien percevoir finalement les enjeux et les limites dans l'accompagnement. Parce que voilà, on a beau imaginer de grandes stratégies, de superbes jumeaux, cas d'usage extrêmement avancés, l'enjeu c'est d'embarquer aussi le plus grand nombre et d'aller chercher finalement les utilisateurs en termes de data. Donc c'est ce que rappelle la petite bande dessinée à droite. Voilà. Si les utilisateurs n'ont pas de données ou même pas d'accès, on va dire, à Internet, on ne fera pas grand-chose avec eux. Voilà, j'en ai fini au niveau de la présentation. J'espère que j'ai respecté le timing, Pauline. C'est parfait, Rémi, merci beaucoup. Je propose qu'on passe aux questions. Il y en a quelques-unes, on va essayer j'espère pouvoir y répondre. La première, je repars, j'ai essayé de les classer un petit peu pour qu'il y ait une suite logique, plus ou moins. Je repars sur les données avec une question de Laure au niveau de la disponibilité des données présentées ici en open data. Voilà, tu as parlé de données raffinées, etc. Donc j'imagine que ça fait partie du socle de gouvernance que tu évoquais à un Oui, moment alors, donné. et l'enjeu aujourd'hui sur justement la plateforme de données, c'est que on essaie d'aller au-delà de l'open data, parce que on va dire l'open data, c'est un peu du oui-non, c'est soit je partage tout, soit je partage pas. Et du coup, d'avoir aussi la capacité finalement de gérer finalement du conventionnement ou du partage un peu sur mesure de certaines données qui n'ont pas vocation à être sur l'open data. Donc typiquement, des données issues directement de certains capteurs ne sont pas forcément en vocation à être en open data, et du coup, on travaille sur la plateforme de données à créer, on va dire, des zones avec des droits spécifiques pour que les utilisateurs puissent aller consommer, avec notre accord, des jeux de données en fonction de leurs besoins. Ok. Une question de David sur les formats et les origines différentes de nombreuses données du coup qui sont prises en compte dans les travaux actuels, qui sont utilisées aussi en input forcément du jumeau numérique. Comment est géré ce traitement, la récupération, transformation, intégration de ces données des systèmes au niveau des sources, des origines, vers le système cible? Alors, il y a vaste sujet. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement, il y a un nœud sur ces questions de données pour aller, on va dire, faire converger des bases de données qui sont très différentes sur le format. Et on travaille notamment, c'est le cas des travaux qu'on a fait avec le CSTB, mais les échanges qu'on peut avoir à travers le groupe de travail Mind convergent aussi là-dessus, beaucoup sur des technologies de type Link Data, donc qui permettent, on va dire, un peu de s'affranchir ces problématiques de format pour aller
créer du lien entre les jeux de données, sachant que la clé de tout ça est vraiment d'avoir aussi des jeux un peu jeux de données pivots, typiquement avoir un identifiant unique, par exemple pour ces infrastructures. Voilà, j'ai un tronçon de voirie, il faut qu'il ait le même nom d'une certaine manière dans les différentes bases qu'on va vouloir croiser pour arriver à faire ces traitements. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour permettre finalement de la concaténation, du croisement de données, qui soit géographique ou plutôt voilà, basé sur des clés de traitement comme je le mentionnais précédemment. Ok, merci. Et du coup, en termes d'utilisation des données, est-ce que c'est utilisé pour la gestion des permis d'urbanisme ou alors lié à d'autres outils, d'autres plateformes de gestion également? Alors aujourd'hui, on travaille assez peu sur ces thématiques de l'urbanisme. On a d'autres thématiques plutôt sur l'aspect foncier et sur la problématique d'indicateurs d'aménagement, mais pas sur la partie, on va dire, permis de construire, hein, pour faire simple, où on a déjà, on va dire, mis en place des outils en lien avec le PLU qui permettent d'avoir l'information à la parcelle de toutes les règles du PLU applicables. Donc pour l'instant, on va dire on est resté là-dessus. Effectivement, on pourrait imaginer plus tard, hein, traiter des cas d'usage qui permettent on va dire, de simuler ou de valider d'une certaine manière des règles de construction à la parcelle. Pour l'instant, on n'a pas de travaux sur le sujet. C'est un autre chantier. C'est ça. Euh, une question de Mohamed concernant l'interopérabilité entre le BIM et le SIG, qui a été un défi dans la gestion des infrastructures. Il demande si aujourd'hui vous considérez que ce frein est en grande partie résolu au sein de la métropole européenne de Lille. Alors, il y a différents niveaux. On va dire les freins de co-visualisation, donc le fait de visualiser dans un même environnement des éléments SIG et BIM, et aujourd'hui, je pense, a assez largement levé, quelles que soient les gammes d'outils qu'on utilise. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive assez facilement à faire. Là où ça reste encore assez compliqué, c'est plutôt sur la partie données. Où il faut arriver justement à mettre en place, hein, des cahiers des charges, des closiers, des conventions qui précisent très, très directement comment les données doivent être renseignées pour pouvoir justement faire ces croisements de données. Encore une fois, avoir cette notion de jeu de données pivot pour pouvoir passer du SIG au BIM et que les deux systèmes, on va dire, puissent se comprendre mutuellement. Ok. Euh, je pars sur la question de jumeaux numériques en tant qu'outil clé de la transformation numérique, une question de Rania qui vient d'arriver. Donc, elle explique, hein, le jumeau numérique permet de simuler, prédire, optimiser les cycles de vie des projets. Quels sont, selon vous, les principaux défis pour implémenter un jumeau numérique à grande échelle dans le secteur bâtiment, travaux publics ou de l'industrie? Bon, clairement, l'enjeu principal, c'est la donnée. Voilà, je pense que c'est le bon leitmotiv de la présentation. C'est arriver finalement à à normaliser, standardiser finalement la façon dont la donnée est échangée entre les acteurs. Clairement, ça fait partie des limites, hein, de ce que je vous ai présenté. Voilà, nous, on a monté des modèles de données finalement sur la base de nos besoins et de nos cahiers des charges en termes de données. Si vous prenez une collectivité voisine, peut-être qu'elle aura eu d'autres façons de faire, d'autres standards, ils auront du mal à communiquer. Donc c'est un vrai enjeu, hein, notamment vis-à-vis des métiers de la construction, d'avoir un vocabulaire, d'avoir des terminologies, des codifications communes pour pouvoir échanger. Typiquement, nous, les thématiques qu'on essaie de traiter sur des problématiques très construction, c'est par exemple les thématiques de l'économie circulaire. Et on voit très bien que sur ces thématiques, bah, si on n'arrive pas à avoir une même nomenclature des produits, voilà, enfin, les portes, des menuiseries ou autres éléments du BTP, bah, on aura du mal finalement à assurer leur traçabilité et les échanges de données associés. Oui, tout à fait. Donc, tu fais le lien aussi avec les missions de la métropole et les missions Oui. de maître d'œuvre dans les projets d'infrastructure. Il y avait justement une question de Mohamed sur l'impact de l'évolution du jumeau numérique sur vos missions et également desquelles vont découler potentiellement des nouvelles exigences ou des attentes en matière de livrables, de structuration de données, d'interopérabilité, notamment pour forcément des futurs marchés.
qui pourraient être passées Bah, ici. là-dessus, clairement, en fait, on a vraiment le souhait de mettre en place un cercle vertueux et c'est pour ça qu'aussi on travaille sur ces expérimentations et le cas de ce qu'on a pu faire sur les données, les indicateurs sur le BIM, finalement, c'est vraiment ce qu'on fera sur la partie jumeau numérique. L'idée, c'est que de toute façon, il faut de la donnée si on veut avancer sur ces thématiques de jumeaux. Ces données, il y en a une partie qui est produite par la MEL, mais il y en a beaucoup qui sont produites par des acteurs externes. Donc, typiquement, sur la thématique des transports, on a pu se nourrir de premières expérimentations qu'on a fait avec nos collègues des transports pour ensuite faire évoluer les cahiers des charges des exploitants de transport pour qu'ils nous fournissent finalement des données auxquelles on avait peu ou pas accès précédemment. Donc l'idée, hein, c'est voilà, d'apprendre, de faire évoluer ces cahiers des charges. Ces cahiers des charges, du coup, induisent la mise à disposition de nouvelles données qui vont rendre disponibles de nouveaux cas d'usage, etc., etc. Donc c'est vraiment ce cercle vertueux qu'on essaie de mettre en place avec toutefois enfin, toujours une pensée pour la sobriété, de se dire, voilà, d'aller demander des données, c'est bien, mais l'idée, c'est de demander vraiment que les données qu'on estime indispensables et importantes, on va dire, pour aller développer justement des cas d'usage transverses. Tu mentionnes les exploitants de systèmes de transport. Il y avait une question Mm. d'Olivier sur, leur réaction à l'utilisation finalement et à la prise en main de la maquette numérique, donc plus du côté collecte, mais du coup du côté exploitation Mhm. des travaux dans leur routine et comment ils intègrent ça finalement, au quotidien. Alors, j'ai envie de dire sur cette thématique, notamment transport, on en est encore au début, hein, le nouveau contrat est actif cette année. On voit qu'il y a un vrai challenge, on va dire, partagé aujourd'hui pour faire vivre ces éléments avec une vraie évolution, on va dire, des pratiques. Précédemment, hein, on était souvent sur des stratégies où c'était l'exploitant qui mettait en place, on va dire, tout le système euh, d'exploitation finalement et l'infrastructure de données, etc. associées. Aujourd'hui, en tant que collectivité, on essaie de reprendre la main sur ces systèmes et que ça soit finalement l'exploitant d'une certaine manière qui se connecte à notre environnement de données pour ensuite aller développer ces systèmes. Donc il y a vraiment un fort changement d'un point de vue gouvernance, d'un point de vue partage qui se met en place avec forcément beaucoup de questions à résoudre hein, en termes d'interopérabilité, en termes de gouvernance, encore une fois, qui peut toucher à quelles données, etc., etc. Donc ça, c'est un gros chantier qui nous attend dans les prochains mois, sur lequel on est en ce moment-là avec, encore une fois, nos collègues des transports. Oui, effectivement et un autre, acteur, de cette chaîne, ce sont les bureaux d'études, notamment en infrastructure, qui sont un des Oui. métiers forcément des projets d'infra et il y avait une question sur la démonstration que tu en as faite, quels sont les avantages pour toi pour un bureau d'études infrastructure? Alors, l'enjeu, enfin, je pense qu'il y a plusieurs avantages potentiels. Nous, ce qu'on essaie, déjà un premier point sur lequel on essaie de s'améliorer d'une certaine manière, c'est déjà le partage de toutes les données de référence. On a de nombreux projets où précédemment, en fait, on avait tendance à vraiment fournir le strict minimum à nos maîtrises d'œuvre et bureaux d'études, donc qui avaient une connaissance vraiment partielle, on va dire, du territoire sur lequel elles intervenaient. Donc typiquement, elles récupéraient de la donnée topographique et parfois pas grand-chose d'autre. Donc là, l'idée, c'est un peu à l'image de ce qu'on met en place sur le tramway, c'est vraiment d'ouvrir en grand, on va dire, le coffre de données disponibles sur un site pour améliorer finalement cette prise en compte de l'état existant. Donc ça, je pense, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur lequel on estime que ça améliore le dialogue avec la maîtrise d'œuvre, c'est d'être beaucoup plus clair sur nos demandes en termes de données et d'informations pour avoir finalement une certaine transparence dans le pilotage et dans le développement des études, où là encore, précédemment, souvent, on se basait plutôt sur des habitudes de travail établies à travers le temps, et aujourd'hui, on essaie voilà, de mettre les éléments et les attentes vraiment noir sur blanc pour que, typiquement, une demande en termes de données, en termes d'indicateurs, soit formalisée, soit explicitée pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté finalement sur le contenu des missions pour les maîtrises d'œuvre.
Ok, on va passer à une question un peu technique sur la neutralité du format des données en phase projet, qui est IFC, qui semble bien acquise d'après Sylvain. Mais qu'en est-il pour le jumeau numérique? Est-ce que la réversibilité, alors il mentionne Terra Explorer, Bionatics, Auslandia, et la réutilisation des données Marketplace sont des enjeux pour la MEL? Euh, alors, aujourd'hui, l'enjeu principal qu'on voit, c'est en lien avec notamment de la construction de scénarios. Aujourd'hui, donc, on se nourrit de données de référence, donc qui soient IFC, SIG, etc. Donc, voilà, ces données, elles ont vocation à rester dans leur format et voilà, on crée des modèles de données qui vont permettre de connecter les données entre elles, de monter par exemple des indicateurs. Par contre, souvent dans ces solutions de jumeaux numériques, on va vouloir créer finalement des scénarios. Donc, je crée un nouveau projet d'aménagement, je viens positionner un nouvel arrêt de bus ou une nouvelle voirie et je souhaite en connaître son impact. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment on capte ces données créées un peu à la volée par l'utilisateur et est-ce qu'elles ont vocation à rejoindre finalement un référentiel de scénario et effectivement aujourd'hui les outils qui sont cités permettent assez peu cette réversibilité, ou du moins elles ne se basent pas forcément sur des modèles bien standardisés. Donc il y a un vrai travail à faire. Nous, on a plutôt vocation aujourd'hui, on les traite plutôt en SIG finalement, assez simplement, mais il y a, à terme, on pourrait imaginer des choses plus abouties en termes de standards et de modes de collecte, on va dire, de ces scénarios, ces données prospectives. On avait deux questions intéressantes, évidemment, sur le retour sur investissement de ce genre de projet et savoir si au niveau de la MEL, vous avez mesuré des gains, que ce soit en termes de temps, en termes financiers, euh, et si ça fait partie aussi du travail, j'imagine, d'évaluation de toute la démarche. Alors, bon, ça dépend de quoi on parle, mais dans tous les cas, alors sur la partie BIM, ce qu'on fait clairement, c'est que ces démarches BIM, notamment sur la partie infra, on les limite aux projets aujourd'hui où il y a des vrais enjeux de coordination et finalement on ne saurait pas faire sans BIM, où ça serait complexe, on va dire, en termes d'échanges hors BIM. Donc, à des échanges multi-acteurs, etc. Et voilà, où le retour sur investissement et on va dire la capacité à collaborer, du coup, est assez direct en termes de retour. Sur la partie jumeaux, on en est encore au début. Donc, pour parler de retour sur investissement, je pense que c'est assez difficile. Sachant que clairement, nous, notre prisme de mesure, c'est vraiment sur la partie jumeaux numérique, sur la capacité à rendre possible du pilotage finalement des stratégies politiques. Donc, indicateurs sur mobilité, indicateurs sur le plan climat, par exemple. Et aujourd'hui, où il y a un vrai manque, on va dire, de l'institution pour piloter, pour suivre ces stratégies là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui nous guide actuellement. Après, c'est sûr qu'il faudra tracer, on va dire, le coût et l'investissement que ça induit pour s'assurer, on va dire, qu'on reste dans quelque chose qui est mesuré par rapport aux bénéfices atteints. Ok. Une question avec le lien avec l'Europe et l'intégration ou l'exploitation de livrables européens qui sont en développement sur le sujet, Mm. les Local Digital Twins. On parle de Ouais. living-in.eu. Ouais. Voilà, est-ce que c'est des liens que vous faites également, j'imagine? Alors, c'est des éléments sur lesquels on essaie de s'acculturer et de travailler. Effectivement, nous, on est membre notamment de l'Open and Agile Smart City Alliance, donc l'OASC, qui est un organisme qui travaille justement sur ces mimes pour voilà, l'enjeu, c'est ce que je disais sur les jeux numériques et leur interopérabilité entre les territoires, c'est qu'on voit bien qu'il y a un enjeu d'échelle et donc on essaie de prendre en compte finalement ces standards. Après, voilà, on est au départ de cette aventure, je pense, sur les jumeaux. Nous, en France, il y a l'IGN, par exemple, l'Institut géographique national qui travaille sur ces thématiques du jumeau et donc voilà, c'est pour ça qu'on est dans les réseaux tels que Mine, c'est aussi pour pouvoir apprendre en marchant et s'assurer qu'on prend les bonnes hypothèses et qu'on part dans la bonne direction.
Ok, je vais prendre encore deux dernières questions. La première, c'est sur l'usage du réemploi, enfin les questions de réemploi et les façons dont la MEL et les acteurs utilisent le BIM en termes de collecte de données, d'audit de réemploi et d'inventaire aussi éventuellement sous forme de maquette 3D. Alors aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur la partie bâtimentaire, moins clairement sur la partie infrastructure. Alors on a eu différentes utilisations, on a notamment lancé un siège de la Redoute en France qui a été traité de cette manière-là. On l'utilise déjà pour toute la partie diagnostic, diagnostic de l'existant, connaître, enfin dire la capacité de réemploi du site et dresser ce diagnostic. Et ensuite, on a mis en place toute une plateforme également d'intelligence de la donnée, justement, pour aller mesurer ce qui était fait au niveau des différentes propositions de réemploi. Donc ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui sur certaines opérations. Après, l'objectif étant de travailler aussi aux questions de plateforme, un peu façon marketplace, de comment, à partir justement de projets de démolition ou de rénovation, je viens rendre disponible, on va dire, un certain panel de matériel, de matériaux pour leur emploi. Voilà, ça reste encore à développer, à consolider, mais il y a des premiers travaux qui sont conduits à la MEL sur ce sujet. Très bien. Alors, une toute dernière question pour conclure ce webinaire, parce qu'on dépasse un petit peu le temps prévu. C'est au Mhm. niveau des conseils que tu pourrais avoir pour embarquer efficacement l'ensemble des acteurs. Tu as mentionné l'école du BIM, ça c'est en interne à la MEL, si j'ai bien compris. Et au Mhm. niveau formation et sensibilisation des autres acteurs, vous avez fait un gros travail. On s'était vu en 2022, hein, tu es venu Mhm. à Oui. une conférence où tu nous avais expliqué toute la démarche BIM de la MEL. Voilà, est-ce que tu as des conseils pour qu'une entité publique puisse aussi soutenir les autres acteurs dans la démarche qu'elle souhaiterait mettre en œuvre. Ouais, je pense que la principale façon d'embarquer les utilisateurs, c'est de comprendre leurs besoins, donc comprendre finalement les points pénalisants qu'elles ont aujourd'hui sur le suivi de leur chantier ou au contraire sur la connaissance d'un territoire, donc de bien comprendre leurs enjeux et de faire le lien finalement sur ces enjeux. Donc typiquement, voilà, je vais parler tout à l'heure des problématiques d'impact en termes de travaux et de trafic et de faire le lien finalement sur la capacité de ces équipes ou de leurs collègues à produire les données qui seraient utiles à ces enjeux. Et l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à créer des cercles vertueux entre pratique et production de données pour que les utilisateurs finalement et les agents, d'une certaine manière, améliorent leur façon de collaborer, de produire de la donnée et la mettre disponible, on va dire, à leurs collègues qui sont intéressés finalement pour les consommer, apprendre des données des autres et faire avancer et être plus efficace, on va dire, dans leur mission. Donc c'est vraiment ces pratiques-là qu'il faut mettre en place à travers des ateliers, des sessions de formation un peu action et des petits démonstrateurs avec des résultats, on va dire, rapides qui permettent de démontrer, on va dire, la pertinence de ces efforts et de ces initiatives. Parfait, merci beaucoup Rémi. Je t'applaudis via le petit émoticône Teams. Euh, j'invite tout le monde à rejoindre notre page LinkedIn Construction du futur parce que les actions que tu mentionnes ici, c'est en partie des actions que le programme propose également. Et donc de vraiment venir à nous, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre contact avec nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour aller dans cette direction. Voilà, la démarche de la métropole européenne de Lille était très intéressante, enfin, est très intéressante pour nous, très nourrissante, je pense, pour tous les acteurs wallons qui étaient présents à ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'était, je pense, très Merci. inspirant. Et merci à tous les participants aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Bonne journée à toutes et tous. Au À revoir. bientôt. Merci à tous.